Adel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le chaos règne toujours sur Gaza pour le 666e jour consécutif. Entre bombardements sionistes et famine, le nombre de victimes grimpe en flèche. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 60 430 martyrs et 148 722 blessés. La Finlande s'ajoute à la liste des pays en voie de reconnaître prochainement l'État de Palestine. Le président finlandais se dit dans l'attente d'une proposition officielle soumise par le gouvernement. L'Algérie prend la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tout au long de ce mois d'août. Entre continuité diplomatique et leadership continental, on vous donnera tous les détails sur le programme d'Alger dans cette édition. Et puis les Marocains continuent de se soulever contre la normalisation avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine annonce une marche populaire à Tanger, refusant l'accueil de navires transportant des armes destinées à l'entité sioniste. Bonsoir à toutes et à tous. Gaza à feu à sang pour le 666e jour consécutif. En plus des bombardements sionistes incessants, la famine fait elle aussi de plus en plus de victimes. Le bilan de cette agression génocidaire s'est alourdi ce samedi à 60 430 martyrs et 148 722 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 98 civils et 1079 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont 39 assassinés alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire. Et depuis l'aube de ce samedi, plus d'une cinquantaine de Palestiniens, dont de nombreux enfants, sont tombés en martyrs dans différentes zones de la bande de Gaza. Au moins 5 Palestiniens ont été assassinés dans un bombardement sioniste ayant ciblé des quartiers résidentiels dans la ville de Gaza et de Khan Younes. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, au moins 19 autres ont été assassinés par les balles des forces d'occupation alors qu'ils attendaient la prétendue aide humanitaire près des points de distribution dans le centre de l'enclave. À noter que selon la même source, les hôpitaux de la bande ont rapporté que 7 nouveaux décès ont été enregistrés à cause de la famine imposée par l'occupation sioniste, dont un enfant au cours des dernières 24 heures. Trump veut qu'on lui envoie une lettre de remerciement. Quelle lettre veut-il qu'on lui envoie? Qu'il vienne voir mon petit garçon. Un enfant, c'est mon 3e fils. Il y a un mois, un a été tué et ce 3e est tué aujourd'hui. Il est allé chercher à manger et à boire, couvert de sang. Allez voir la farine répandue et remplie du sang des morts et les martyrs qui gisent là. Vous l'aurez compris, les enfants de Gaza meurent à un rythme sans précédent et sont confrontés à une grave crise humanitaire. C'est ce qu'a déclaré vendredi le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Ted Chaiban. Selon ce dernier, plus de 18 000 enfants ont été assassinés dans la bande depuis le début de cette agression génocidaire sioniste, ce qui représente en moyenne 28 enfants par jour, soit l'équivalent d'une salle de classe. Plus de 18 000 enfants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Cela représente en moyenne 28 enfants par jour, soit l'équivalent d'une salle de classe. 2 indicateurs ont désormais dépassé le seuil de la famine. Une personne sur 3 à Gaza passe plusieurs jours sans manger. L'indicateur de malnutrition a dépassé le seuil de la famine. La malnutrition aiguë globale dépassant désormais 16,5%. Aujourd'hui, plus de 320 000 jeunes enfants sont menacés de malnutrition aiguë.
Ted Chaiban a par ailleurs dénoncé une vidéo promotionnelle du ministère sioniste des Affaires étrangères dénonçant ces fausses déclarations sur l'aide à Raza dans un contexte de malnutrition et de crise humanitaire qui s'aggrave. Le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF a déclaré que les affirmations de la vidéo selon lesquelles, je cite, « Israël aurait fourni de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures à la population de Raza jour et nuit » étaient complètement fausses. Écoutez, ce n'est pas l'image que vous voyez, d'accord ? Il y a plein d'informations sur les réseaux sociaux. Vous avez tous dénoncé la situation. Nous en sommes conscients, oui. Et je crois que le Programme alimentaire mondial a publié des lignes réfutant une partie de la véracité de la vidéo dont certains sont tirés d'autres années. Et pour les près de 2 millions de Palestiniens piégés dans la bande de Raza assiégée, la vie quotidienne se limite à tenter de fuir les bombardements et à chercher tant bien que mal quelque chose à se mettre sous la dent. Alors que la famine emporte jour après jour des dizaines de personnes, manger à sa faim n'est plus qu'une chimère. Madame Zenzitouni. Chaque matin, Abir et Fadi Sobh se réveillent dans leur tente dans la bande de Raza avec la même question. Comment trouver de la nourriture pour eux et pour leurs 6 jeunes enfants ? Le couple a 3 options. Une cantine caritative ouverte leur permettant de se procurer un pot de lentilles liquides, se frayer un chemin à travers la foule pour aller chercher de la farine auprès d'un camion d'aide et en dernier recours, ils mendient. Si tout cela échoue, ils ne mangent tout simplement pas, ce qui leur arrive souvent. J'ai été blessé à Zekim. Je suis allé chercher un sac de farine et j'ai été blessé. Je suis revenu et j'ai envoyé ma femme chercher de l'aide. Si elle reçoit quelque chose, elle l'apporte, sinon elle revient les mains vides. Voilà notre situation. Même l'eau est difficile à obtenir et avec les combats, l'aide est tout aussi difficile. La situation aux cantines caritatives est difficile. On ne voit aucune cuisine ni rien. Parfois, on a faim toute la journée, les enfants se couchent le ventre vide et je les envoie chercher du nylon pour le feu ou le bois. Les luttes quotidiennes répétitives de la vie dans la bande de Raza déchirée par le génocide sont épuisantes pour Abir. Fadi étant blessé à la jambe le mois dernier, c'est sa femme et ses 3 aînés qui ont pris le relais pour se procurer de la nourriture et de l'eau. En tant que femme, je vais chercher de l'eau de mer salée pour laver le linge et nettoyer. Je n'ai pas de lessive, pas de savon ni de lait. Quand vous pouvez le voir, je donne de l'eau à mon bébé. Ou parfois, je liquéfie les lentilles et je les mets dans un biberon pour qu'il les accepte. La situation est critique. Mes enfants dorment sans nourriture. Il m'arrive de mendier auprès de mes voisins et parfois je demande à mon fils de le faire. Je ne sais pas quoi faire lorsque mes enfants continuent à me réclamer de la nourriture. Je vais donc m'asseoir à la plage pour méditer. Ce sont des enfants et ils ont besoin de se nourrir. Ils veulent la même chose que moi. Je suis incapable de subvenir à leurs besoins. Je pense que si la guerre continue, je me suiciderai. Je n'ai pas la force de continuer à vivre cette situation. La situation difficile de la famille Sobh est la même pour les familles dans tout le territoire ravagé par le génocide sioniste. La faim s'est accrue au cours de ces 22 derniers mois en raison de l'absence d'aide, selon les travailleurs humanitaires. Des experts en alimentation ont averti en début de semaine que le pire scénario de famine se joue actuellement à Raza. Un nouveau pays s'ajoute à la liste des États ayant reconnu ou ont promis de reconnaître d'ici le mois de septembre l'État de Palestine. Le président finlandais Alexander Stubb a annoncé être prêt à reconnaître l'État palestinien si le gouvernement soumet une proposition officielle. En ce sens, précisant que la décision de plusieurs pays à propos de la question palestinienne renforce la dynamique en faveur de la reconnaissance de la Palestine dans le cadre des efforts visant à redonner un nouvel élan au processus de paix. Dans le reste de l'actualité, on en parlait tout à l'heure en titre, l'Algérie prendra donc la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tout au long de ce mois d'août. Entre continuité diplomatique et leadership continental, on vous donne tous les détails sur le programme d'Alger. L'Algérie, qui préside aux destinées du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la 4e fois de son histoire, une présidence hautement stratégique pour un continent en quête de stabilité et aux prises avec des abcès sécuritaires et autres nuisances à visée fragmentaire et hégémonique, nourrie
par la main intéressée des interventions étrangères. Entre continuité diplomatique et leadership continental, l'Algérie aura, dès sa prise de fonction, une carte à faire valoir, et pas des moindres. Celle de l'expérience acquise en matière de lutte contre le terrorisme, une prérogative que lui confère son statut de pays pivot dans la région, en sus de son caractère intrinsèque de farouche défenseur de la souveraineté des peuples, de l'inviolabilité de leur territoire et de l'appropriation de leurs richesses. 3 axes sont à ce titre identifiés par Alger en guise de mur porteur, soutenant sa propre vision de la paix, la sécurité sur le continent africain. Premièrement, évaluer les menaces et défis auxquels font face la paix et la sécurité continentale. Pour ce faire, nous développerons une matrice pour ces menaces ainsi que les méthodes pour y faire face. Deuxièmement, revoir la situation des crises à travers une mission de terrain. Troisièmement, organiser des sessions de consultation entre le Conseil de paix et sécurité, les différents organes et les communautés économiques régionales en Afrique. De manière globale, le programme de l'Algérie propose 8 réunions au niveau des ambassadeurs, une mission de terrain et une réunion du comité des experts. Avec cette présidence, l'Algérie entend également réactiver les mécanismes de système de sécurité collective afin de redonner du sens au multilatéralisme continental comme outil permettant aux 55 États de l'Union africaine d'envisager des solutions africaines aux problèmes du continent. Selon plusieurs observateurs, le mandat d'Alger est aussi un pari, celui de relancer le projet panafricain, à la fois en matière de sécurité collective et d'alerte rapide, incarné par l'architecture africaine de paix et de sécurité, aujourd'hui en perte de vitesse et de crédibilité, mais aussi en matière de vision économique commune cristallisée par le projet de la zone de libre-échange, gage d'une intégration économique réussie à ériger en rempart contre la menace de déflagration de la nation africaine. Et sur un autre volet, les voyants sont ouverts alors que les performances économiques de l'Algérie sont saluées par l'ensemble des institutions internationales. De quoi donner un second souffle à l'économie du pays, trop longtemps basée sur les hydrocarbures. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille, nous explique tout ça dans ce reportage signé Khaled Mbatash. Banque mondiale, Fonds monétaire international ou encore CNUSED, les performances économiques de l'Algérie saluées par l'ensemble des institutions économiques internationales, une concrétisation pour les réformes structurelles enclenchées par le pays depuis quelques années afin de redonner un second souffle à sa croissance et préparer une transition vitale d'une économie qui s'articule essentiellement sur les hydrocarbures vers un tissu économique et industriel plus diversifié, inclusif et plus à même de répondre aux défis des années à venir, à commencer par des objectifs très ambitieux en matière d'exportation hors hydrocarbures. Les derniers rapports qui ont été émis sur l'économie de l'Algérie par des institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale ont démontré une forte progression du PIB de l'Algérie grâce à une diversification accrue de son économie. Et notamment la reprise des projets structurants, qu'ils soient dans le domaine industriel ou dans le domaine également à haute valeur technologique. Et cela montre la volonté de l'Algérie de s'inscrire durablement dans une croissance qui peut être pérenne et qui va être génératrice d'emplois et de valeur ajoutée. Le groupe de la Banque mondiale a classé l'Algérie dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires pour la 2e année consécutive au titre de la nouvelle mise à jour annuelle de la classification des économies des pays membres. Selon cette classification, l'Algérie se place parmi 10 pays africains dans la catégorie supérieure des pays à revenus intermédiaires. Il s'agit d'un indicateur de plus s'inscrivant dans la lignée des mesures entreprises par l'Algérie afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages contre une érosion provoquée par l'inflation mondiale, notamment entre 2022 et 2024. Initialement, le Fonds monétaire international avait pour rappel salué les réformes entreprises par l'Algérie afin de booster l'impact de l'investissement dans le pays, notamment en essayant d'assainir le climat des affaires afin de le rendre plus attractif. Le FMI confirme par ailleurs des perspectives positives à court terme. L'Algérie qui vise un PIB de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027, mise également sur le secteur de l'entrepreneuriat pour porter l'investissement local, en parallèle à des efforts colossaux afin d'attirer des investissements directs étrangers.
Les premiers résultats de cette nouvelle feuille de route en matière d'IDE ont été confirmés par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement avec un bond de 18% enregistré en 2024. Il y a une reconnaissance des efforts qui sont fournis par l'Algérie pour sortir progressivement de sa dépendance aux hydrocarbures. Également l'ensemble des trains de réforme qui ont permis l'investissement, de progresser dans notre pays et d'asseoir définitivement l'Algérie comme étant la troisième économie du continent. Même si le chemin des réformes entreprises pour redorer le blason de l'économie algérienne a pour cap la période allant de 2027 à 2030, ce sont là quelques victoires d'étape à travers des chiffres et des rapports qui corroborent la vision de l'Algérie envers une économie nationale qui assume son potentiel de leader régional, à la fois continental et méditerranéen, permettant à l'Algérie de frapper à la porte des pays émergents. En restant en Algérie, le général d'armée Saïd Chegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce samedi une cérémonie dédiée à valoriser les excellents résultats obtenus aux examens du baccalauréat et du brevet des collèges par les cadets de la nation, saluant leur persévérance et les efforts fournis tout au long de l'année scolaire. À cette occasion, le général d'armée a tout d'abord tenu à transmettre les félicitations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, aux élèves, filles et garçons qui se sont distingués cette année. En cette heureuse occasion, j'ai le plaisir de vous transmettre à vous, jeunes hommes et jeunes femmes exceptionnels de la nation, diplômés de la session de juin 2025, du baccalauréat et de l'enseignement secondaire, les félicitations de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui vous souhaite davantage de succès et d'éclat dans votre parcours scolaire et professionnel en tant que futur dirigeant de l'État algérien et de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Chengriha a par la suite présenté ses félicitations aux cadets de la nation pour leurs efforts, mettant l'accent sur l'intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP à la formation, notamment dans les écoles des cadets de la nation. Je vous adresse à mon tour et à travers vous, à tous vos collègues qui ont pu obtenir ces 2 diplômes, mes sincères félicitations pour cette distinction, fruit en premier lieu de vos efforts et de votre persévérance dans la réussite scolaire tout au long de l'année universitaire et en second lieu, conséquence naturelle de l'attention particulière que le haut commandement de l'armée nationale populaire a toujours accordée aux écoles des cadets de la nation et à ses élèves. Sahara occidental à l'orée du mois d'août, la ville de Boumerdès s'apprête à accueillir à partir de ce samedi la 13e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST. Organisée conjointement par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et l'ambassade de la RAST en Algérie, cette initiative annuelle a progressivement acquis une importance majeure en tant que plateforme d'analyse de formation politique et de mobilisation autour de la cause sahraoui, inscrite dans un combat pour l'autodétermination et la justice. Au programme cette semaine, un ensemble riche de conférences, ateliers et tables rondes portant sur la consolidation des savoirs politiques, le renforcement de la solidarité internationale ainsi que l'examen critique des enjeux contemporains liés au conflit du Sahara occidental. Je vous le disais tout à l'heure en titre, les Marocains continuent de se soulever contre la normalisation. Des militants ont lancé vendredi soir une campagne en ligne sur les réseaux sociaux afin d'intensifier la pression sur les autorités marocaines pour qu'elles empêchent les ports marocains d'accueillir des navires chargés de matériel militaire destiné à alimenter l'arsenal sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine et d'opposition à la normalisation a également annoncé une marche populaire à Tanger dimanche, refusant d'accueillir des navires transportant des armes destinées à l'entité sioniste sous le slogan « Pas de port pour le génocide ».
Et après des années de tensions et de conflits, le Rwanda et la République démocratique du Congo franchissent un nouveau cap dans la mise en œuvre de leur accord de paix. À Washington, la première réunion du comité conjoint et la signature d'un cadre d'intégration économique marquent un espoir de retour à la stabilité et de relance de la coopération régionale. Maria Schouyer. Ce vendredi, à Washington, le comité conjoint de suivi de l'accord de paix s'est réuni pour la première fois. Une rencontre symbolique mais aussi stratégique. Objectif, traduire les engagements diplomatiques en actions concrètes, notamment sur les questions sécuritaires et la présence des groupes armés dans l'est de la RDC. Depuis des mois, les tensions entre les deux voisins ont fragilisé la région. Accusations mutuelles de soutien à des groupes armés, incursions militaires, la confiance reste encore fragile. Mais les deux délégations affichent désormais leur volonté claire d'apaisement, privilégiant désormais le dialogue à la confrontation. Par ailleurs, vendredi, sous l'égide du Qatar et des États-Unis, des représentants des deux pays ont paraphé un texte de principe pour un cadre d'intégration économique régionale. Ce cadre doit favoriser une coordination conjointe dans des secteurs stratégiques et économiques dans une région marquée par plus de 30 ans de conflits. Selon l'accord signé fin juin, ce cadre d'intégration économique doit être effectif d'ici la fin septembre. Un calendrier ambitieux qui illustre la volonté politique des deux parties de sortir de l'impasse. Un pas que l'Algérie a salué, le considérant comme une avancée majeure vers la paix et la sécurité, dans une région restée longtemps plongée dans les violences et les conflits. Conflit en Ukraine, Kiev a revendiqué ce samedi les frappes près d'une raffinerie russe. Une vidéo relayée par l'agence de presse Reuters montre une explosion près d'une installation pétrolière à l'ouest du pays. L'agence de renseignement ukrainienne SBU a par ailleurs revendiqué ce samedi la responsabilité d'une frappe contre une usine de la région de Penza en Russie qui, selon elle, fournirait des composants électroniques au complexe militaro-industriel russe. Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé ce samedi au Pakistan pour une visite d'État de 2 jours, la première depuis son entrée en fonction. Accompagné d'une délégation de haut niveau, le président iranien est arrivé à Lahore, capitale de la province orientale du Pendjab, où il a été accueilli par la chef du gouvernement provincial, Maryam Nawaz. Il devrait également rencontrer dans la capitale son homologue pakistanais afin de tenir des discussions élargies avec le Premier ministre Shehbaz Sharif, qui s'était rendu à Téhéran en mai dernier. L'objectif étant pour Islamabad de tenter d'apaiser les tensions entre Téhéran et Washington. دشمن بیشتر تلاشش این بوده که بین کشورهای اسلامی اختلاف. Et puis ce drame au Pakistan, 5 enfants ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessés dans l'explosion d'un obus de mortier ce samedi dans le nord-ouest du pays. L'incident s'est produit lorsqu'un groupe d'enfants qui jouaient dans une zone montagneuse ont trouvé un obus de mortier. L'engin a explosé lorsque les enfants ont commencé à le manipuler. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer l'origine de l'engin explosif. Sport basketball, assuré du titre de champion arabe 2025. La veille, la sélection algérienne masculine de basketball s'est imposée ce samedi à Manama devant son homologue égyptienne sur le score de 78-70 en match comptant pour la 7e et dernière journée de la 26e édition du championnat arabe des nations. Seule équipe invaincue depuis le début du tournoi, la sélection nationale termine ainsi la compétition avec un bilan de 6 victoires en autant de rencontres et décroche par là même à cette occasion le 2e trophée de son histoire dans cette compétition régionale après celui obtenu en 2005 en Arabie Saoudite.
Hello, Assalamu alaikum. This is Amin Ben Salah. I want to thank AL24 News for this opportunity to... Salut, c'est Amin Ben Salah. J'aimerais tout d'abord remercier Al24 News pour l'opportunité qui nous est donnée de nous exprimer sur ce sacre et je voudrais dire que nous sommes très heureux d'être champions. C'est pourquoi nous voulons remercier tout le monde et pour le soutien. Apportez également tous les messages d'encouragement que nous avons reçus. Merci à vous tous et surtout 1, 2, 3, viva l'Algérie. So much and 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et voilà, vous venez donc d'écouter la star montante de l'équipe nationale algérienne de basketball, Amin Ben Salah, qui s'est exprimé exclusivement pour Al24 News. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.